Bonjour les amis, alors je voulais cette fois-ci vous faire une vidéo spécialement sur le XVIIe siècle. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, la vidéo s'est étoffée, elle est devenue de plus en plus longue et je n'en voyais plus le bout. Alors du coup, je l'ai découpée en plusieurs parties et je vais les publier au fur et à mesure, comme ça vous vous y retrouverez plus facilement. Pour retrouver toutes mes vidéos, le plus simple c'est d'aller directement sur mon site mediaclass.fr dans la partie méthodes et techniques et ensuite dans la partie histoire littéraire. Donc la série de vidéos va se trouver dans un cours que je vais intituler le XVIIe siècle. Et ah oui, je voulais vous dire aussi, il n'y a aucun problème pour regarder les vidéos dans le désordre. En plus, vous allez voir, je répète les informations les plus importantes d'une vidéo à l'autre. D'abord, c'est quoi le classicisme? On va en profiter pour voir l'origine et l'évolution du mot classique. Qu'est-ce qu'on entend par là jusqu'au XXe siècle? Bon, je pourrais commencer directement en plein XVIIe siècle avec Louis XIV, pour plonger directement dans l'époque classique. Mais ça ne sert à rien de faire ça, et pour bien comprendre, il faut remonter en arrière jusqu'à l'Antiquité. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir rapidement au siècle qui nous intéresse. Alors le mot classicus en latin, ce n'est pas un terme littéraire mais social. Et oui, pour les Romains, classicus c'est ce qui caractérise la classe supérieure des citoyens, la classe sociale la plus aisée quoi. Et en réalité, à l'époque, ce sont justement ceux qui savent lire et écrire. Et voilà comment le terme évolue d'un sens social à un sens littéraire en gardant son côté élitiste. Du coup, au XVIe siècle, les classiques, ce sont les meilleurs auteurs. Et les meilleurs, ce sont bien sûr les anciens grecs et latins. Côté grec, Platon, Aristote, Euripide, Sophocle, Homère. Côté latin, Virgile, Ovide, Horace, etc. Mais justement, au XVIe siècle, des auteurs comme Thomas Sébillet et Joachim du Bellay veulent donner aux Français des lettres de noblesse. On va désormais faire des œuvres officielles en français. Il y a plein de raisons politiques à cela, et notamment créer une cohésion sur le territoire. François Ier impose le français comme langue administrative avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. En 1548, Thomas Sébillet écrit son art poétique français pour l'instruction des jeunes studieux et encore peu avancés en poésie française. Et tout juste un an plus tard, il est carrément ringardisé par Joachim du Bellay qui publie sa Défense et illustration de la langue française, qui va fonder avec Pierre Ronsard le mouvement de la Pléiade dont je parlerai dans une autre vidéo. Au début du XVIIe siècle, l'orthographe du français n'est pas fixée, la syntaxe non plus. Regardez comment écrit par exemple Théophile de Viau. La règle me déplaît, j'écris confusément. Jamais un bon esprit ne fait rien qu'aisément. Autrefois, quand mes vers ont animé la scène, l'ordre où j'étais contraint m'a bien fait de la peine. Ce travail importun m'a longtemps martyré. Oui, mais bon, à ce moment-là, on éprouve le besoin de créer des règles et de rationaliser tout ça. En 1634, Richelieu crée l'Académie française qui va donc chercher à établir de bons préceptes pour la langue française, mais aussi pour la création littéraire. D'ailleurs, c'est l'époque où Descartes publie son Discours de la méthode, 1637. Les penseurs et les philosophes veulent utiliser la raison et la logique pour comprendre la réalité. L'un des premiers membres de l'Académie française, c'est Vaugelas, qui écrit bientôt le premier ouvrage codifiant la langue française, Remarques sur la langue française, en 1647. Dans la préface, il écrit « C'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. » Alors, petit à petit, on observe un développement incroyable d'œuvres littéraires en français, qui atteint son apogée pendant le siècle de Louis XIV. Voilà notre siècle classique, et voilà pourquoi il est classique. C'est l'aboutissement d'un processus de codification de la langue et de la production littéraire. Oui, ça y est, on est en plein classicisme au XVIIe siècle, mais par contre, attention, pour l'instant, on n'utilise pas le terme de classicisme. Tout au plus, on parle d'atticisme, c'est-à-dire l'influence des Grecs dans les arts. Parce que là-dessus, pas de problème, tous les auteurs sont d'accord pour prendre l'Antiquité en modèle, mais tous ne sont pas d'accord pour dire qu'il est impossible de faire mieux. Pendant tout le XVIIe siècle, on va voir s'affronter les anciens et les modernes. Du côté des anciens, c'est Boileau qui mène le groupe, suivi de Bossuet, Racine, La Bruyère, La Fontaine. Pour eux, l'art des anciens est indépassable, il faut les imiter et tenter de les égaler. D'ailleurs, on voit bien comment Racine s'inspire presque toujours de la mythologie dans ses tragédies, Phèdre, Andromaque, Britannicus, etc. Les modernes sont représentés par Charles Perrault, et justement ce n'est pas un hasard s'il s'éloigne de la mythologie antique pour puiser dans un folklore issu du Moyen-Âge. Corneille prend aussi des libertés, notamment avec Le Cid que vous connaissez et qui se base sur l'histoire de l'Espagne, alors même que la France à ce moment-là est en guerre contre l'Espagne. Corneille écrira même une pièce qui n'est pas très connue sur Attila, le roi des Huns. À la fin du siècle, la querelle s'épuise progressivement, les anciens se font vieux, les enjeux de pouvoir sont moins importants,
Perrault et Bossuet acceptent de jouer la réconciliation et s'embrassent en public devant l'Académie française. Pour creuser ce sujet de la querelle des anciens et des modernes avec des exemples précis et tout ça, eh bien j'ai réalisé une vidéo que je vous invite à aller regarder sur mon site. Au début du XVIIIe siècle, Voltaire porte un regard rétrospectif sur le siècle précédent et il écrit un ouvrage qu'il intitule « Le siècle de Louis XIV ». Ce n'est pas seulement la vie de Louis XIV qu'on prétend écrire, on se propose un plus grand objet. On veut essayer de peindre à la postérité non les actions d'un seul homme, mais l'esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais. Vous avez remarqué, il dit « un siècle éclairé ». Et en effet, pour l'instant, le mot classicisme n'existe pas encore. Dans cet ouvrage, Voltaire va mettre Corneille, Racine, Molière et Fénelon quasiment au même niveau que les auteurs antiques. On voit que la pensée des modernes a fait son chemin et a tendance à s'imposer de manière historique. On voit aussi que tous ces auteurs sont déjà regroupés dans un mouvement qui a une cohérence aux yeux de Voltaire. Ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'on va enfin voir apparaître le terme de classicisme. Il surgit sous la plume d'un écrivain alors méconnu, j'ai nommé Stendhal. Dans son pamphlet Racine et Shakespeare, Stendhal va opposer l'ancienne école, le classicisme, à une nouvelle conception de la beauté qu'il va nommer romanticisme et qui donnera par la suite le romantisme. Écoutez ce qu'il écrit en 1817. Le romanticisme est l'art de présenter au peuple les œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères. Et oui, c'est une définition assez large. En fait, on va se retrouver avec une définition double. D'un côté, le classicisme qui recouvre la production littéraire du XVIIe siècle, et d'autre part, les grands classiques, c'est-à-dire d'une manière générale toutes les œuvres qui ont marqué l'histoire littéraire. 1850, au milieu du XIXe siècle, le critique littéraire Charles-Augustin Sainte-Beuve va montrer le lien entre ces deux définitions. Depuis que la France posséda son siècle de Louis XIV et qu'elle put le considérer un peu à distance, elle sut ce que c'était qu'être classique, mieux que par tous les raisonnements. Il part donc d'une définition restreinte à un siècle précis, le XVIIe siècle, pour ensuite l'élargir et englober tout ce qui constitue pour lui un vrai classique. Un vrai classique, c'est un auteur qui a enrichi l'esprit humain, qui en a réellement augmenté le trésor, qui lui a fait faire un pas de plus, qui a rendu sa pensée, son observation ou son invention sous une forme, n'importe laquelle, mais large et grande, fine et serrée, saine et belle en soi, qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde. Dans un style nouveau, sans néologisme, nouveau ou antique, aisément contemporain de tous les âges. Au XIXe siècle, on peut dire que la querelle des anciens et des modernes se radicalise avec les romantiques. Stendhal attaque le principe même d'imitation des anciens. Imiter aujourd'hui Sophocle et Euripide et prétendre que les imitations ne feront pas bâiller le français du XIXe siècle, c'est du classicisme. Dans la préface de Cromwell, Victor Hugo va remettre en cause les règles traditionnelles du théâtre classique, en prônant le mélange des genres, et surtout le mélange du grotesque avec le sublime. Voilà un principe étranger à l'Antiquité, un type nouveau introduit dans la poésie. Voilà une forme nouvelle qui se développe dans l'art. Ce type, c'est le grotesque. Cette forme, c'est la comédie. Et ici, qu'il nous soit permis d'insister, car nous venons d'indiquer le trait caractéristique, la différence fondamentale qui sépare l'art moderne de l'art antique, la forme actuelle de la forme morte, la littérature romantique de la littérature classique. C'est ce texte qui va fonder le théâtre romantique, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que l'époque classique est centrale. Elle est l'aboutissement d'un long mûrissement des périodes qui ont précédé, donc l'Antiquité, le Moyen-Âge, la redécouverte de l'Antiquité à la Renaissance, le mouvement baroque, mais elle est aussi le point de départ des divergences à venir, et elle contient déjà en germe l'explosion des mouvements littéraires au XIXe et au XXe siècle. Au XXe siècle, les écrivains vont retenir ce que les œuvres classiques ont de meilleur. Ils vont être fascinés par la simplicité, la clarté, et notamment par la notion de tragique. Par exemple, le roman d'Aragon, Aurélien, raconte l'histoire de l'amour impossible d'Aurélien avec Bérénice, qui fait écho à la pièce de Racine. Dans L'étranger d'Albert Camus, le mécanisme tragique sert à illustrer l'absurde, tandis que dans Antigone d'Anouilh, ce mécanisme tragique illustre la résistance. L'Antigone de Sophocle, lu et relu, et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre.
On voit bien que la volonté de Hanouilh va plus loin qu'un simple récit tragique. Il utilise un mythe bien connu pour faire passer un message atemporel qui concerne tous les êtres humains. De même, Camus va utiliser le mythe de Sisyphe pour illustrer l'absurdité, qui n'est pas propre au XXe siècle, mais qui est une réalité humaine intemporelle pour lui. Eugène Ionesco fait remarquer cette puissance des idées immuables sous une forme changeante, au point que pour lui, le classicisme devient paradoxalement la pointe de la nouveauté et de l'innovation. Finalement, je suis pour le classicisme. C'est cela l'avant-garde, la découverte d'archétypes oubliés, immuables, renouvelés dans l'expression. Tout vrai créateur est classique. Paul Valéry voit cela comme une dynamique. Il utilise les termes romantique et classique pour illustrer un cycle dans l'histoire littéraire. Le romantisme est une première vague de création. Le classicisme vient après, avec une volonté organisatrice. Tout classicisme suppose un romantisme antérieur. L'essence du classicisme est de venir après. L'ordre suppose un certain désordre qu'il vient réduire. André Gide va même faire de cette dynamique le travail même de l'écrivain. Pour lui, le classicisme est cette capacité de l'écrivain à apprivoiser l'expression des émotions spontanées. C'est donc la plus haute ambition de l'art pour Gide. L'œuvre classique ne sera forte et belle qu'en raison de son romantisme dompté. L'œuvre d'art classique raconte le triomphe de l'ordre et de la mesure sur le romantisme intérieur. L'œuvre est d'autant plus belle que la chose soumise était d'abord plus révoltée. Donc là, c'est le point de vue de l'écrivain, mais on peut aussi se placer du côté du lecteur. Pour Italo Calvino, ce qui caractérise un classique, c'est justement le fait de pouvoir sans cesse le lire, le relire et le réinterpréter. Un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Quand ils nous parviennent, ils portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu'ils ont laissée dans la ou les cultures qu'ils ont traversées. Roland Barthes en particulier va se pencher sur le cas de Racine et il va montrer que le génie de cet auteur, c'est justement d'avoir su utiliser une langue et des schémas suffisamment transparents pour provoquer des réinterprétations infinies. Par un paradoxe remarquable, l'auteur français qui est sans doute le plus lié à l'idée d'une transparence classique est le seul qui réussit à faire converger sur lui tous les langages nouveaux du siècle. Son génie serait situé dans un art inégalé de la disponibilité qui lui permet de se maintenir éternellement dans le champ de n'importe quel langage critique. Et Barthes montre alors que l'œuvre de Racine illustre parfaitement cette idée de disponibilité. La psychanalyse, la théorie marxiste, la lecture thématique, structurale, toutes les critiques ont pu produire des interprétations nouvelles et variées sur l'œuvre de Racine. Alors voilà, vous avez pu voir comment évolue cette notion de classicisme à travers les siècles. Maintenant, je vous propose de rentrer plus avant dans le XVIIe siècle lui-même, avec plusieurs vidéos sur des sujets précis que je traite sur mon site. La querelle des anciens et des modernes, l'influence du protestantisme et du jansénisme sur la littérature, les liens entre le pouvoir et les arts sous Louis XIII et sous Louis XIV, les caractéristiques littéraires du classicisme, et quelques grands chefs-d'œuvre du classicisme au XVIIe siècle. J'ai aussi prévu de réaliser une vidéo spécialement sur une sensibilité très présente au XVIIe siècle et qu'on a appelée finalement le baroque. Au revoir.